Comment la vie fait pour créer plus de vie? C'est la question, non? C'est une des plus fondamentales de toute la nature. Et la réponse, eh bien, c'est une histoire absolument incroyable, remplie de stratégies super ingénieuses, de rituels parfois spectaculaires et de compromis évolutifs. Allez, on part à la découverte de tout. Alors, pour commencer, une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est vraiment au cœur de tout. C'est quoi la différence entre le sexe et la reproduction? Parce que, avouons-le, on a tendance à mélanger les deux. Pourtant, en biologie, cette distinction, elle est super importante. Elle nous montre deux mécanismes qui n'ont en fait pas grand-chose à voir. Et c'est en répondant à cette question qu'on va ouvrir la porte sur un monde fascinant, celui de la perpétuation des espèces. Alors accrochez-vous, on plonge vraiment au cœur de cette grande aventure biologique pour essayer de tout piger. Ok, première section. Sexe contre reproduction. C'est essentiel de commencer par là. On va poser les bases, bien définir ces deux concepts. C'est un peu le b.a.-ba pour ensuite apprécier toute la complexité et la beauté du monde animal. Alors, c'est quoi cette fameuse distinction? En fait, c'est assez simple quand on y pense. La reproduction, son but, c'est de créer de nouveaux individus. Point. Le sexe, lui, c'est autre chose. C'est la combinaison, le mélange des gènes de deux parents. Du coup, oui, l'un peut exister sans l'autre. La reproduction sans sexe, ça existe, c'est ce qu'on appelle le clonage. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la petite magie qui se passe quand les deux s'allient. Et c'est là que ça devient passionnant. On entre dans la loterie génétique. C'est exactement ça la reproduction sexuée. Une sorte de grand tirage au sort où les gènes des parents sont mélangés, brassés, pour donner une combinaison absolument unique à chaque fois. Et tout part de cet instant, vraiment, cet instant magique, la fécondation. Imaginez la scène, un gamète mâle, le spermatozoïde, qui rencontre un gamète femelle, l'ovule. Quand ils fusionnent, paf, ça crée cette toute première cellule qu'on appelle le zygote. C'est le point de départ de tout. Et ce zygote, il porte en lui un patrimoine génétique complètement inédit, un mélange unique des gènes de ses deux parents. Bon, mais pour que cette rencontre puisse avoir lieu, la nature a en gros inventé deux grandes stratégies. D'un côté, on a la fécondation externe. Pensez à la truite qui libère ses gamètes directement dans l'eau. C'est un peu un pari sur la quantité, on en envoie plein en espérant que ça marche. Et de l'autre, la fécondation interne, comme chez le cerf. Là, il faut un accouplement, mais ça protège beaucoup mieux les gamètes et ça augmente drôlement les chances de réussite. Et cette méthode, la fécondation interne, c'est la plus courante chez les animaux un peu complexes. Mais attention, elle a un prix. En fait, la reproduction sexuée, c'est toujours une histoire de compromis. D'un côté de la balance, on a des avantages génétiques énormes. Mais de l'autre, oula, ça coûte cher. Très cher, en énergie, en temps, et ça comporte pas mal de risques. Alors pour résumer ce compromis, d'un côté, les avantages. Le mélange des gènes, ça crée de la diversité. C'est génial pour l'espèce, ça lui permet de s'adapter, de changer, et aussi de se débarrasser des mauvaises mutations. C'est un énorme plus sur le long terme. Mais les inconvénients, il faut trouver un partenaire, le séduire, s'accoupler. Tout ça, ça demande une énergie de dingue et ça peut être dangereux. On s'expose aux prédateurs, on peut attraper des maladies. Et justement, puisqu'il faut trouver un partenaire, eh bien le monde animal a fait preuve d'une créativité, mais absolument incroyable, pour développer des techniques de séduction. On va voir, c'est tout un art. Mais attention, toutes ces parades, c'est pas juste pour faire joli, loin de là. Ce sont en fait des moyens de communication ultra sophistiqués. Chaque comportement, chaque couleur, chaque son, c'est un message codé qui transmet des infos super importantes sur la santé, la force et même la capacité à bien s'occuper des petits. En gros, le message c'est « Regarde, je suis en pleine forme, mes gènes sont top et je serai un super parent ». Et la liste de ces rituels, elle est juste hallucinante. On a le poisson-globe mâle qui passe des jours et des jours à sculpter des œuvres d'art dans le sable pour impressionner une femelle. Il y a les gibbons qui chantent en duo pour solidifier leur couple. Les papillons, eux, diffusent des phéromones, de vrais parfums d'amour. Et que dire de l'araignée pont et de sa danse complètement folle, hyper colorée et vibrante. C'est un vrai spectacle. Et puis, parfois, chanter et danser, ça ne suffit pas. Alors une autre stratégie qui marche bien, c'est le cadeau nuptial. C'est une manière très directe, très concrète de montrer sa valeur et de dire « Regarde, je suis capable de subvenir aux besoins de notre future famille ». Prenons le manchot Adélie, par exemple. Le mâle ne va pas juste ramasser le premier caillou venu, non. Il cherche le galet parfait pour construire le nid. C'est un vrai signe de son engagement. Ou alors, la mouche scorpion, elle offre un repas. Et là, c'est clair. Plus la proie est grosse et de bonne qualité, plus ça prouve que monsieur est un bon chasseur. Et puis, quand ni la danse, ni le chant, ni les cadeaux ne fonctionnent,
Eh bien, il reste la bonne vieille méthode, le combat, la confrontation directe. Chez plein d'espèces, les mâles s'affrontent dans des luttes parfois hyper impressionnantes pour gagner le droit de se reproduire. Ces cornes d'immenses qu'on voit, par exemple, elles ne servent pas qu'à se défendre des prédateurs, loin de là. Elles sont le résultat direct de cette compétition acharnée. Bon, la fécondation a eu lieu. C'est super. Une nouvelle vie peut commencer. Mais là encore, rien n'est simple. La nature a prévu plusieurs, disons, plans de développement pour l'embryon. Le premier plan, c'est sans doute le plus connu, c'est celui des ovipares. C'est simple, l'embryon grandit dans un œuf qui est pondu à l'extérieur. Toute sa nourriture, il la tire du jaune. C'est la stratégie qu'on retrouve chez les oiseaux, bien sûr, mais aussi les reptiles, les insectes et plein de poissons. Et pour bien se rendre compte de cette transformation incroyable, il suffit de regarder le développement d'un poussin. En 21 jours, on part d'une simple petite cellule pour arriver à ça. On voit apparaître un cœur qui se met à battre, des yeux, un petit corps, et au final, un être complet. En à peine 3 semaines, la vie a littéralement explosé à l'intérieur de cette coquille. C'est juste une merveille d'ingénierie biologique. Deuxième plan, la viviparité. Ça, c'est notre stratégie à nous, les mammifères, pour la plupart. L'embryon se développe bien au chaud à l'intérieur de l'utérus de la mère. Et il est nourri en permanence grâce à un organe absolument génial, le placenta. C'est lui qui fait le lien, qui permet les échanges entre la mère et le fœtus. Et enfin, il y a une troisième voie, un peu moins connue celle-là, l'ovoviviparité. C'est un peu un mix des deux. En gros, les œufs se développent à l'intérieur du corps de la mère, ce qui offre une super protection, mais l'embryon, lui, continue de se nourrir grâce au jaune de l'œuf. Il n'y a pas de placenta. Résultat, les petits naissent vivants, car l'œuf éclot juste avant ou pendant la naissance. C'est ce qu'on voit chez certains requins, chez des serpents comme la vipère, ou chez des poissons comme le guppy. Mais attention, tous ces mécanismes, ce ne sont pas juste des détails techniques. Tout ça, ça s'inscrit dans des stratégies de survie beaucoup plus larges, des stratégies qui sont complètement façonnées par l'environnement dans lequel vit chaque espèce. En fait, les biologistes aiment bien résumer ça avec 2 stratégies extrêmes. D'un côté, la stratégie R, on pourrait dire la stratégie de la quantité, c'est le cas de la grenouille. On fait des milliers de petits en croisant les doigts pour que quelques-uns s'en sortent. C'est typique des milieux un peu chaotiques, instables. Et à l'opposé, on a la stratégie K, la stratégie de la qualité. Là, c'est l'élan. On a très peu de descendants, mais on va s'en occuper de manière intensive pour être sûr qu'ils survivent. Ça, c'est plutôt pour les environnements stables. Et tout ça, ça nous ramène finalement à notre point de départ. La reproduction sexuée, avec son fameux brassage génétique, c'est un atout de poids pour l'adaptation sur le long terme. Mais il ne faut pas oublier la reproduction asexuée, celle qui fait des clones. Elle est redoutablement efficace pour conquérir un milieu stable très rapidement. Au final, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Ce sont juste des réponses différentes au même grand défi, celui de continuer, de durer. Ce qui nous amène à une dernière question. Une question assez vertigineuse. Toute cette énergie folle dépensée, tous ces rituels, ces combats, tout ça, au fond, pourquoi? Est-ce pour la survie de l'individu lui-même? Ou bien est-ce que les êtres vivants ne sont finalement que des véhicules, des machines à survie pour leurs gènes? Des gènes qui, eux, seraient en quelque sorte immortels et dont le seul but serait de passer à la génération suivante. C'est une idée qui change complètement notre façon de voir le monde vivant. Voilà qui donne à réfléchir.